Un numéro exceptionnel aujourd'hui, chers amis de TV Liberté. C'est le numéro 100 de Passé Présent, l'émission de Philippe Conrad. Et c'est incroyable qu'on ait tenu pendant 100 émissions. On vous a parlé d'histoire depuis 100 semaines à la suite. Alors déjà, bravo Philippe, puisque c'est votre création, cette émission. Je vous renvoie ces félicitations, ma chère Catherine, car tout le monde sait la part que vous prenez au succès de cette entreprise. On ne peut pas s'auto-congratuler, voilà. Mais on a demandé à notre ami Jean Descartes d'être notre invité spécial et de piloter ce numéro historique, disons-le, puisqu'on est dans l'histoire de toute façon. Alors Jean Descartes, vous êtes un historien, il n'y a plus besoin de vous présenter. Et aujourd'hui, on est très heureux d'être avec vous pour d'abord un sujet que nous aimons bien, la reine Elisabeth, on va y revenir, mais surtout pour votre personnalité, votre culture, votre humour et vos réactions qui font notre délice. Ah, c'est très gentil. Bonjour Catherine, bonjour Philippe. Bien, moi je suis un inconditionnel de TV Liberté, de Passé Présent. J'ai tout de suite trouvé que le titre était formidable. C'est grâce à Philippe. Bravo, car c'est très accrocheur et ça montre bien que l'histoire est une science vivante et nous sommes tous ici attachés, pas forcément aux remises en question, mais aux découvertes, aux nouvelles analyses, aux documents, aux révélations qui arrivent, et Dieu sait si c'est possible, sans tomber dans les pièges, de la révision systématique. Et Passé Présent me paraît une émission formidable, et je sais que ça l'est, et en plus, j'ai trouvé qu'elle est maintenant mise en image, en musique, d'une façon remarquable. Alors bravo à toutes et à tous, et je ne la manque pratiquement jamais, en fonction de mes voyages ou de mes éventuelles urgences. Ben, on est très content et très flatté Non, c'est important. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est une émission qui s'inscrit très bien, et ça va vous paraître prétentieux, mais dans l'héritage d'Alain Decaux. C'est-à-dire peu de moyens, mais adaptés aux techniques actuelles, avec des archives, etc. Et Alain, qui en 1975 a eu la gentillesse de prendre connaissance de mon premier livre, Louis II de Bavière, avec un culot insensé, je lui avais téléphoné 15 fois pour lui dire « Vous n'y est pas question que vous fassiez une émission sur ce sujet sans consulter mon livre ». Il faut vraiment être audacieux. Ce qu'il a fait, et nous sommes devenus extrêmement, comment dirais-je, proches. Je l'ai vu il y a un peu plus d'un an, j'ai déjeuné chez lui à Sainte-Mande, il était déjà très atteint, et je lui ai dédié mon dernier livre, et il semble qu'il n'ait pas eu la possibilité d'en prendre conscience, Nicolas II et Alexandra, mais je voudrais simplement dire qu'il a fait entrer, comme vous le faites, dans des foyers, de véritables émissions sur l'histoire. Je dis bien avec des moyens réduits, où la parole, le commentaire, le récit, le talent de conteur sont essentiels. Et je ne souhaite pas qu'il vous arrive ce qui lui est arrivé une fois, on peut le dire maintenant, puisqu'il avait dans un studio début de Chaumont, il y avait 3 noms sur un tableau noir, et il y avait 4 photos, c'est tout. Et il y avait une assistante qui apparaissait toutes les 10 minutes avec le minutage et un bout de carton. Et un jour, elle s'est trompée. Elle a retiré 10 minutes, il a été obligé de faire mourir son personnage en 4e vitesse. La régie, j'étais là, était affolée, on a envoyé l'interlude. Et la pauvre fille ne s'en était pas aperçue. Quelqu'un qui a eu un décès rapide. Voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont, si je puis dire, les risques, les chances et l'intérêt de la conversation que vous entretenez dans cette émission. Eh bien, c'est fort gentil. En tant qu'historien, que pensez-vous de l'histoire
telle qu'elle est non seulement enseignée, mais aussi assénée au public actuellement. Je pense à certaines émissions d'histoire que vous ne devez pas regarder, Philippe, j'en suis sûre, par exemple de Jamel Debbouze, qui raconte l'histoire de France. Vous en pensez quoi? En restant poli. Alors je ne regarderai jamais ce genre d'émission, j'en ai entendu le pire. Je vais vous dire, ce qui est très grave, et je reviens à Alain Decaux, André Castelot, Jean-François Cap et à cette importance qu'ils ont prise, c'est parce que le ministère de l'Éducation nationale est devenu le ministère de la destruction nationale, en supprimant la chronologie, ce qui est la base. Hein. Alain Decaux lui-même m'a dit, qu'on lui avait dit dans un grand lycée parisien, l'élève lui avait dit « Monsieur, est-ce qu'après la Révolution française, les gens étaient si pauvres qu'ils devaient vivre dans des cavernes ?» Le professeur avait suscité un éveil en supprimant la chronologie. Vous imaginez le résultat. Donc, les gens n'apprennent rien. Tout est faussé, tout est verrouillé. C'est du déterminisme historique. On devait automatiquement arriver à la République française. La Révolution était obligatoire. Bref, cette école marxiste de pensée qui a beaucoup sévi, malheureusement. Et qui continue, bien entendu, et qui se greffe sur une chose terrible qui est la limitation du vocabulaire. Quand ça s'adresse à des gens qui ont moins de 1000 mots, 1500 mots, car à partir de 60 000 mots, on est très cultivé. C'est effrayant parce que tout est réduit. Et ça vous pose le problème d'ailleurs du langage des banlieues, n'est-ce pas, qui est une frontière et donc un autre monde. Et comment voulez-vous comprendre les grandes étapes de l'histoire si vous ne savez pas faire la différence entre une preuve, une présomption, une indication, une certitude, bon, sur les sources historiques, la chronologie, je dis bien, essentielle, et on entend des aberrations. J'ai entendu l'autre jour, et nous avons bondi, ma femme et moi, que c'était grâce au général de Gaulle que le statut des Juifs avait été, et des protestants avait été enfin codifié en France en 1947. C'est absolument grotesque, étant donné que tout le monde sait, enfin tout le monde devrait savoir que M. de Malesherbes avait été chargé par Louis XVI, et je lui ai consacré un livre, d'examiner le statut de ces communautés. M. de Malesherbes, je vous ai fait protestant, M. de Malesherbes, je vous ai fait juif. Certes, la Révolution et l'abbé Grégoire vont reprendre ça à leur profit, mais enfin c'était déjà, comme on ne disait, pas dans les tuyaux, et donc cette façon de fausser les choses et d'avoir l'air de faire des découvertes au profit du régime actuel au sens large est exaspérant. On n'aurait rien inventé. Enfin, le pire pour moi, c'est qu'un ancien chef du gouvernement, un Premier ministre, qui s'est piqué d'histoire en panache à la Edmond-Rostand, est écrit, l'homme est né en 1789, Monsieur Dominique de Villepin. Et je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, que faites-vous de Rabelais, de Pascal et de Molière, éventuellement de Louis XI, etc. Et réponse? Donc voilà, pas de réponse. Pas de réponse. Oui, tout ça s'inscrit dans le naufrage général. Alors, Philippe, si vous permettez, le naufrage est aggravé parce qu'effectivement, on a rendu les programmes assommants, ennuyeux, ternes, inhumains, désincarnés. Et puis voire réduit à leur plus simple expression, pour ne rien dire du contenu des manuels. C'est tout à fait éloquent quand on feuillette des manuels de classe de première ou de second cycle de l'enseignement secondaire. Donc les dégâts sont absolument considérables. Ce qui vient aggraver le tout, je pense, c'est que se met en place aujourd'hui subrepticement toute une idéologie qui entend instrumentaliser l'histoire, sur fond de critique, de déconstruction de ce que certains appellent le roman national, avec la volonté de dénigrer notre histoire nationale. Bien entendu. Le récit national serait plus exact. Oui. Il s'agit, selon certains, donc, de lutter contre ce qu'ils appellent le poison identitaire. Le résultat, effectivement, on le connaît, c'est qu'il faut enseigner aux jeunes esprits l'histoire du Monomotapa ou de la Chine des Han plutôt que l'histoire de Louis XIV.
Saint-Charles, c'est faire l'impasse sur une réalité évidemment qui peut apparaître gênante, c'est que l'identité d'un peuple, d'une nation, d'une communauté, elle s'inscrit effectivement dans une durée et sa perception repose sur une connaissance minimale de l'histoire qui était assurée, qui était acquise. Et c'est la Troisième République de Jules Ferry, elle a absorbé les 40 rois qui ont mis en pierre la France aussi. Et on avait raconté l'histoire à tous les petits Français qui allaient désormais à l'école primaire d'une manière extrêmement sérieuse dès l'école primaire. Je ne parle pas évidemment du lycée où nous regrettons évidemment l'ombre du défunt Malais Isaac. Écoutez, moi j'ai eu la chance d'avoir au lycée Condorcet à Paris un professeur d'histoire extraordinaire qui était taillé en avant-centre de rugby, qui arrivait, posait sa pipe, il avait un côté commissaire Maigret. Il s'appelait Désiré Brelingard, c'était un nom de grognard. C'est un nom de romance. Désiré Brelingard. Et on était chahuteur à Condorcet, en 3e et en seconde. Il parlait, tout le monde écoutait. Il était fascinant. Bon, debout, sans une note, voilà. Et c'était la grande tradition de la Troisième République. Et aujourd'hui, c'est épouvantable parce que il n'y a aucune connaissance réelle, chronologique, des régimes, des personnages. Et ça continue avec des clichés, des clins d'œil. Par exemple, Louis XVI, qui est forcément cocu, était tout petit, alors qu'il faisait 1m93. Son bourreau, on a été... Il était serrurier, c'est qu'à la serrurerie, comme chacun sait. Il était idiot. Donc, on essaye de... Tout est caricatural, c'est vraiment encore le déterminisme historique, et ça n'a aucun intérêt, et je vois très bien, il ne s'agit pas de moi, mais je vois très bien les réactions de lecteurs, d'auditeurs, de téléspectateurs dans certaines émissions bien faites, il y en a peu, mais on sent qu'il y a un besoin, parce que le public... Il y a une demande sociale. Et ça veut dire que l'éducation nationale ne fait pas son travail. Bon. Et il y a une demande, et les gens qui disent « Ah ben on a enfin compris », et je dis « Écoutez, si vous ne respectez pas la chronologie, voilà, c'est pas possible, c'est la première des choses. Chronos, le temps, donc ça veut dire de la mémoire, et puis ça commence aussi par du travail et des leçons apprises. Et ça, comme on veut tout discuter, nous n'avons pas encore fini, et on le voit ces temps-ci, avec cette espèce de syndrome 68 arts, où on discute avant d'apprendre. Et où l'élève doit construire tout seul son savoir et sa connaissance. Alors c'est dramatique pour les générations, parce qu'on les brise complètement, il n'y a aucun point de rattachement, il n'y a aucune fierté, il n'y a aucune raison de revendiquer, il n'y a aucune mémoire. Il n'y a aucune mémoire, et ça sent le lavage de cerveau, et la manipulation médiatique après est parfaite. Bien sûr. Entre l'esclavage, la décolonisation, ils ont un boulevard. Et bien sûr la Révolution. Mais oui, on voit bien donc quelle est cette situation d'aujourd'hui, dans quelles conditions elle s'est installée, mais en revanche, on constate aussi, nous le disions il y a un instant, qu'il y a une très forte demande sociale en histoire, qui s'exprime d'une manière d'ailleurs parfois inattendue ou très, très diverse. On le voit à travers le succès de parcs comme le Puy du Fou, on le voit à travers le fait que dans la production éditoriale, l'histoire occupe toujours une place de choix, la multiplication des titres historiques, les succès des émissions télévisées d'histoire populaire, je pense aux émissions de Stéphane Bern, mais qui fait appel à des spécialistes au cours de ces émissions. Tout cela montre bien qu'il y a une attente, qu'il y a une demande et qu'il convient de la satisfaire. Alors ce qui est particulièrement scandaleux, c'est que les gens qui appartiennent à des milieux normalement cultivés peuvent très bien prendre tout cela en main pour transmettre à leurs enfants les connaissances nécessaires ou le goût simplement de l'histoire et du passé. En revanche, il y a toute une partie de la population effectivement qui est de fait privée de tout cela du fait du naufrage de notre système éducatif. Et moi, je voudrais rendre hommage à vous, Jean Descartes, parce que vos livres sont toujours parfaitement historiques, parfaitement écrits, parfaitement documentés, et en même temps extrêmement facile à lire, donc vous pouvez amener à l'histoire des gens qui auraient peut-être lu autre chose. Écoutez, c'est gentil, Catherine. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs intraitables. Bon. C'est le journalisme. Brelingard.
C'est un nom qui en lui-même, c'est une provocation aujourd'hui. Là, hein. Pour Alexandre Dumas. Hein, un nom comme ça ne va pas avec le vivre ensemble. Oui, il y a une grande rigueur, on sent une rigueur historique. J'ai appris donc avec M. Bruningard à respecter la chronologie, les orthographes des noms, les originalités des pays, ce qui se passait, les points d'ancrage. Et puis, quand j'ai commencé comme secrétaire de rédaction à Paris Match dans le groupe, a priori loin de mes préoccupations actuelles, puisque j'ai commencé dans la presse féminine en mettant soi-disant un peu de français dans les défilés de mode, c'était assez laborieux. Je demandais à mon épouse tout le temps combien vaut un soutien-gorge, elle s'inquiétait au bout d'un certain temps de mes activités, mais je corrigeais l'horoscope aussi, le courrier des lecteurs, et puis j'ai commencé on m'a commencé à me demander de faire des chapeaux et des légendes. Et je vais vous dire, c'est l'école, la base. C'est pour ça que je suis très sensible au magazine et à l'illustré, et que je suis très attentif, et qu'aujourd'hui, quand on me demande telle légende, je fais telle légende. Je sais bâtir une page, et j'y suis très attentif dans mes ouvrages, parce que c'est la première chose que les gens voient. Et nous avons la chance de pouvoir avoir accès à l'image maintenant d'une façon remarquable, avec les pièges de l'image qui sont très amusants à déceler. Et j'avais eu l'idée d'une chronique que je voulais appeler les images de l'histoire, qui existent plus ou moins parce que c'est très compliqué à faire entre les interprétations, les faux d'époque. Je ne sais pas, par exemple, Léonard de Vinci dans les bras de François Ier. Non, François Ier était à 80 km de là au moment de sa mort, donc, mais ça fait rien. Alors, histoire et légende, c'est intéressant. Et j'ai appris à recommencer 15 fois. J'avais des rédacteurs en chef qui me disaient c'est bien, encore 3 ou 4 versions, ça sera mieux. Ils avaient raison pour arriver à l'épure. Où est-on ? Qui parle ? De quoi s'agit-il ? L'envie de lire, voilà la rigueur. Et je dois dire que j'en ai bavé, mais c'est comme au tennis, si vous jouez avec des gens qui jouent très très bien, vous risquez, avec un peu de passion et de don, mais j'ai passé des nuits entières. Et je ne remercierai jamais assez ces maîtres épouvantables qui, pour certains, un match, venaient de la grande éducation nationale d'avant-guerre. D'avant-guerre, bien sûr, oui. Jacques Chargelègue avait été un grand professeur de lettres et c'était effrayant. Et quand on faisait un mauvais papier, il dit vous serez collé 2 heures. Alors ça se résumait à l'inviter à boire un coup, mais on restait toute la nuit et on apprenait. Donc, bon, il y avait cette passion. Vous savez ce qui me paraît très grave aujourd'hui en France, ce reflet de l'enseignement historique complètement délétère, complètement détruit, brocardé, où les magazines sont censés compenser. Le saviez-vous, pourquoi pas, etc. Un tas de choses qu'on devait savoir et qu'on savait avant, de l'ancien temps, c'est qu'il y a un grand découragement chez les gens. Et je pense que ça va avec, la destruction de la famille, bien sûr, évidemment, qui fait faire les devoirs, qui surveille, qui apprend à lire, est-ce que c'est intéressant ? Et alors là, nous tombons dans le problème des enfants livrés eux-mêmes, pizza devant la télévision, casque sur les oreilles. Là, il faut tout de même faire très attention aussi, parce qu'il y a une surabondance de pollution, là, on peut le dire, et de sollicitations qui aboutissent à un résultat inverse. Parce que la connaissance a l'air d'être facile. Non, la connaissance est un travail. Ça s'acquiert, la lecture, la mémoire, etc. Mais ça, c'est déjà des vilains mots, travail et tout ça. N'est-ce pas ? Et mémoire. Et mémoire, quelle horreur. Très vilain mot. Quelle horreur. Alors, Jean Descartes, vos livres sont innombrables. Vous en êtes à combien ? Vous les avez comptés ? Je ne suis même pas sûre. Je n'ai pas osé, mais je crois que ça doit faire une bonne trentaine, parce que horriblement bavard dans la famille. Oui. Et aujourd'hui, vous souhaitez parler d'une femme quand même exceptionnelle qui a dominé tout le XXe siècle et qui continue, c'est la reine d'Angleterre. Mais oui, parce que la reine Elisabeth vient de fêter ses 90 ans. Alors, elle a battu, on le sait, le record de longévité sur le trône de sa trisaïeule Victoria. Oui, ce qui n'était pas évident. Mais la reine-mère n'est morte qu'à 102 ans. La reine-mère que j'ai connue, qui était assez solide, surtout avec un verre de gin le soir. Et qui disait, lorsqu'elle venait faire un voyage en France où il y avait eu un petit problème protocolaire, ces 2 détectives de
de Scotland Yard n'avait pas pu avoir la chambre qu'il devait avoir près d'elle par sécurité. Ça se passait dans un petit village du Périgord, chez une de mes tantes. Elle a dit, mais allez donc à l'auberge du village. Staline et Hitler m'ont raté, donc je ne risque rien. Surtout dans le Périgord. Surtout dans le Périgord. La reine-mère qui était, je le rappelle, l'épouse du roi George VI. L'épouse du roi George VI, une aristocrate écossaise de la famille Bowes-Lyon, qui était devenue une experte en fantômes, la reine-mère, et elle a tenu sous un pseudonyme, dans une gazette très chic, une chronique sur les fantômes. Il faut dire qu'elle était très proche du château de Glams, qu'on écrit Glamis, où aujourd'hui encore, quand vous le visitez, on vous demande d'écouter parce que c'est ce qui a servi un peu de modèle pour Hamlet et certaines malédictions où un seigneur et un voyou de l'époque du XIIIe siècle ou du XIVe siècle ont joué le vendredi saint, ce qui était épouvantable. Ouais. Et ils ont donc été condamnés, puisqu'ils ont enfreint cette règle, à jouer éternellement enfermés dans les murs du château. Et on les entend encore. On les entend encore, bien entendu, et on les entendait avant l'invention du magnétophone et autres. Donc une écossaise, voilà. normal. Et l'Écosse a toujours tenu une place importante dans la famille. Alors, on sait que c'est la reine Victoria qui a remis à la mode l'Écosse en faisant construire Balmoral, en faisant respecter les joyaux de la couronne d'Écosse. Un détail très intéressant, quand la reine actuelle a été couronnée, sacrée le 2 juin 1953, elle n'a pas pu porter les joyaux écossais. Elle a posé avec les joyaux à côté d'elle, puisqu'elle n'est pas la dynastie légitime des Stuarts, des années battues dans les années 1745. C'est assez intéressant. Et il y a à la frontière de l'Angleterre et de l'Écosse, un endroit qui s'appelle Trackware House, où on voit encore l'escalier par lequel le prêtre catholique pouvait s'échapper, dans les règlements de compte entre catholiques et protestants. Et la famille, il y a une dizaine d'années, s'est offert le luxe d'inviter la reine actuelle déjeuner à Trackware House, mais n'a pas ouvert la grille qui est fermée depuis 1745, et la Daimler royale a été obligée de faire le tour, et on ne réouvrira la grille que quand un descendant légitime sera sur le trône du Royaume-Uni, ce qui n'est pas dans l'immédiat possible. Pour le moment, oui, effectivement. Alors, Elisabeth II représente pour moi, à mon avis, la reine des records. Bon. Alors, des records en tout genre. Plus de 500 000 télégrammes de félicitations aux centenaires, aux noces d'or, etc. En matière de monarchie, plus sans doute que nulle part ailleurs, ce sont les symboles qui comptent, et l'histoire retiendra que ces noces d'or n'en manquèrent pas. Plus de 60 corgis, ces chiens. Le premier en 1933. Voilà, ces chiens insupportables, mais qui sont pires que des gardes du corps, et qui sont les seuls êtres vivants à participer, si je puis dire, à l'audience hebdomadaire de la reine avec le Premier ministre. Alors, personne n'a songé, non, ils ne diront rien, à équiper les chiens de micros. Non, ça n'a pas été fait. Ils sont terribles. La reine a eu 12 premiers ministres, dont un à 2 reprises, Harold Wilson, dans les années 60 et 70. D'après ce qu'on sait, elle s'entendait mieux avec les travaillistes qu'avec les conservateurs. Et je rappellerai que depuis la reine Victoria, le souverain dispose de 3, on va dire, prérogatives. Le droit d'informer, le droit de consulter et le droit de mettre en garde. Tous les mardis, la reine, pour parler d'elle, depuis 65 ans, reçoit son Premier ministre à 18h, sauf urgence. Et une chose que les Français oublient souvent, c'est le souverain qui conseille le gouvernement. C'est pour ça que vous avez le gouvernement de Sa Majesté. Alors nous disons le cabinet de Cameron, le cabinet de Tony Blair, mais le gouvernement de Sa Majesté, comme la poste de Sa Majesté, les douanes de Sa Majesté, etc. Et si le souverain, et en l'occurrence Elisabeth II, dit, d'après ce que l'on sait, êtes-vous sûr, Monsieur le Premier ministre, que cette mesure soit bonne ? Ça veut dire qu'elle n'est pas du tout d'accord. Alors pourquoi peut-elle dire ça ? Comme tous les souverains britanniques, on peut dire vraiment depuis Victoria,
c'est parce que tous les matins, et tous les soirs s'il le faut, elle reçoit le double des messages, des rapports, analyses confidentielles du gouvernement, surtout, qui est, malgré les techniques actuelles, s'il y a des doubles, enfermé dans les Royal Boxes en cuir rouge au monogramme du souverain, de façon à ce que le souverain soit au courant des affaires en cours et certaines très délicates. Alors c'est assez fascinant parce que la reine ne doit pas se prononcer, du moins officiellement. Elle parle à son Premier ministre, elle parle, on le sait, avec le duc d'Édimbourg, et dans ces moments de festivité, comment ne pas penser à lui, 95 ans, qui est le pilier et le rempart, et qui est toujours obligé de marcher 3 pas derrière elle, mais sans le duc d'Édimbourg, la reine, je crois, serait perdue, car elle a besoin de pouvoir s'échapper de ce poids politique. Ce poids politique est gigantesque. Elle ne peut rien dire publiquement, mais elle sait tout. Elle est informée de tout. Alors, dès 1942, princesse héritière, son père, le roi George VI, l'homme, le héros du discours d'Arrois, lui montre le contenu des boxes en pleine guerre. Donc, elle est informée de tout. Alors qu'elle n'est qu'une toute jeune fille. Toute jeune fille. Elle devient princesse héritière. En 1947, elle se marie. Elle a de plus en plus d'informations sur la situation, qui est quand même, et là c'est intéressant de rappeler que nous avons un témoin de l'après-guerre avec tout ce qu'on découvre, de la guerre froide, de la chute du mur, du communisme. Donc c'est une mémoire absolument incroyable. Et je pense à tous les pays où elle a été. Par exemple, elle a visité il y a 6 mois Malte, sans doute pour la dernière fois, pour présider le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth. Bien, elle est chef d'État de 16 pays aujourd'hui, 32 au moment de son couronnement. Et je l'ai vue au même endroit où elle était en 1947 avec Philippe, le duc d'Édimbourg, un voyage de noces dans ce qui était encore une base britannique en Méditerranée. Alors j'observe que dans ce dernier voyage, la reine a tenu à ce que le prince de Galles assiste aux entretiens qu'elle avait seule avec les chefs de gouvernement. Alors il y en a eu un qui a été assez cocasse avec Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. Oui, un peu ingérable celui-là. Un peu ingérable et pas très très bien élevé, puisqu'il lui a dit « Madame, vous qui venez depuis si longtemps ici », et elle lui a répondu « Je vous remercie de me rappeler mon âge ». Oui. Alors, la reine a quelque chose d'extraordinaire aussi, c'est qu'elle est indémodable, indéboulonnable. En fait, elle a représenté une sorte de mode qui n'a pas de nom, qui est faite de couleurs et chapeaux, et dernièrement, elle est descendue à 28 mètres dans le sous-sol londonien avec les ouvriers du métro qui construisent une nouvelle ligne. Alors, il faut bien dire que depuis 1941-42, depuis le Blitz, aucun souverain britannique n'était descendu dans les entrailles du métro. Là, c'est la construction de cette nouvelle ligne qu'Elisabeth espère bien inaugurer dans Bond Street. Elle est descendue et elle portait une robe et un chapeau assortis au logo de la ligne, un délicat mauve Parme qui s'appellera la Elizabeth Line. Donc c'est assez fantastique le nombre de choses qu'elle a inaugurées de son vivant, avec un sens du modernisme formidable. Bon, je veux dire, c'est aussi la reine du triomphe des Beatles qu'elle a décoré de l'Empire britannique. Pour le mariage de Kate et William, il y a 5 ans, Buckingham Palace a été transformé en boîte de nuit. La reine a une passion pour les chevaux. Savez-vous que le 2 juin 1953, elle a parié le jour de son couronnement à Westminster avec son sac. Son cheval était en pleine forme, il a perdu, elle a consolé l'entraîneur. Bon. Donc c'est un personnage extraordinaire. Je pense que si vous avez l'honneur de lui être présenté, ce sera assez bref en général. Elle sait tout sur vous. Et ça vous est arrivé, bien sûr. Alors, c'est une chose qui est impressionnante, parce que et j'ai été reçu par le prince de Galles à Buckingham Palace, vous avez, en effet, vous êtes passé à un scanner, et la personne qui est face à vous, qui sait tout, ne va surtout pas
vous parlez de vous, mais être très poli, vous demandez si vous avez fait bon voyage. Et ça, je trouve ça très, très chic. Alors, d'autre part, il y a les tenues vestimentaires, j'y reviens, parce que c'est sa mère qui avait développé le principe, disant rose, vert, les chapeaux. Nous ne sommes pas grandes, et Elisabeth n'est pas grande. Hein. Victoria ne faisait qu'1 m 50. Donc, il faut qu'on les voie. Je suis là pour être vu, donc des couleurs. Mais un sens du travail formidable. La reine se réveille à 7h30 au plus tard. Les corgis ont le droit de venir dans sa chambre. Elle boit son thé et va commencer à prendre connaissance d'un courrier himalayen parce qu'elle préside plus de 600 fondations dont elle s'occupe énormément. Il revient prendre son petit déjeuner, il arrive avec des plaisanteries en général douteuses, assez vaseuses sur la politique, etc., qui ont conduit David Cameron, d'ailleurs il y a un an, à rendre hommage à la Chambre des communes en disant « Nous avons un esprit très original à Buckingham Palace ». C'était assez curieux parce que parmi les pataquès du duc, et je pense que c'est une sorte d'hygiène et d'aération, de liberté, d'indépendance, à quelqu'un qui était dans un fauteuil roulant en Norvège. Je lui dis « Vous avez écrasé beaucoup de gens comme ça ?» Enfin bref. Alors c'est un humour assez spécial. Mais il a su garder sa personnalité. Il a su garder sa personnalité, ça n'est pas facile. Il y a eu le problème du changement de nom. Battenberg, Mountbatten, on avait déjà eu ça pour la Première Guerre. Ça faisait Windsor, un peu allemand. etc. Voilà. Oui, bien entendu, les rois d'Angleterre, les souverains d'Angleterre restent très germanisés, si je peux le dire, parce que la transfusion du patronyme n'est pas forcément celle du sang, ce qui a d'ailleurs été l'une des causes de l'abdication d'Édouard VIII, du duc de Windsor, qui en fait était un roi qui trouvait qu'il fallait aider l'Allemagne après 1918 et qui avait diagnostiqué les erreurs catastrophiques du traité de Versailles. Mais évidemment, il est allé trop loin. Ce qui est intéressant, si vous voulez, là, dans les festivités de ces jours-ci, d'abord, il y a une courtoisie, une curiosité étonnante. Depuis 1748, il a été décidé que la date exacte de l'anniversaire du souverain ne serait jamais officiellement fêtée ce jour-là, celui de l'état civil, disons. Alors pour la reine Elisabeth II, donc du signe du taureau du 21 avril 1926, il a été décidé que ce serait fêté en juin, vers le 15 juin, une cérémonie officielle, Trooping the Colour, le salut au drapeau, une cérémonie où on l'a vu très longtemps à cheval. À cheval, oui. À cheval. Et je pense que c'était... Voilà, alors en Amazone ou pas en Amazone, mais je pense que c'était la seule souveraine et le seul chef d'État en uniforme le jour de son anniversaire et la seule femme saluant pour notre époque. En attendant, allant sur le mall à la rencontre des troupes. Bon, depuis, elle a fait ce parcours en landau découvert avec le duc d'Édimbourg. Mais cette courtoisie, cette année, est évidemment difficile parce que tout le monde sait qu'elle avait 90 ans et les festivités qui ont été prévues sont absolument fantastiques. Alors c'est vraiment le Royaume-Uni inventeur du pique-nique parce que des pique-niques géants de 10 000 personnes organisés avec les paniers en osier, des lits de camp qui sont là 2 jours avant dans Green Park, comme pour son sacre et son couronnement en 1953. Sacre et couronnement, je me permets de rappeler le modernisme de la reine. Après discussion avec Churchill, elle a accepté qu'il soit télévisé, ce qui faisait entrer le public des premiers téléviseurs, mais il y avait déjà pas mal d'écrans, dans l'intimité, sauf les moments de l'onction sacrée. Donc ça, c'était interdit d'image parce que c'était un peu ressenti comme une profanation. Elle s'avance maintenant sous les voûtes de Westminster. À leur ombre dorment tous ceux, rois, guerriers ou poètes, qui firent au long des siècles la grandeur du nom anglais. Et voici l'instant suprême. L'archevêque de Canterbury prend la couronne de Saint-Édouard sur laquelle étincellent plus de 1000 pierres précieuses. Il l'élève à la vue de tous et la pose sur cette tête de 27 ans. Sans couronne, à genoux, les mains jointes entre les mains de la reine, il prononce les mots rituels « Je suis votre homme lige, d'âme et de cœur ». Et c'est toute l'imagerie des contes de chevalerie qui remonte tout d'un coup du fond des siècles.
Les bobines du film ont été développées en un temps record et des avions de la Royal Air Force ou de British Airways partaient aux quatre coins du monde et les gens ont pu voir, et j'ai pu voir, moi à Paris, à l'Olympia, le film du couronnement de la reine qui était donc devenu un documentaire, ce qui voulait dire, elle avait dit à Churchill, ça deviendra un spectacle. Et elle a fait son premier discours télévisé de Noël en 1957. C'est une reine très moderne qui a ouvert le portail Internet de la monarchie, etc., etc. C'est une adaptation, je dirais, au modernisme dans la tradition, ou de la tradition au modernisme qui est assez subtile. Voilà, on pouvait donc danser dans Buckingham Palace jusqu'à 3h du matin, mais à condition de bien se tenir comme dans un club. Bon, voilà. Et est-ce que vous avez des informations quant à ce que peut être son attitude ou sa vision des choses concernant le fameux Brexit dont il est question? Alors, par principe, la reine ne peut pas se prononcer, mais je pense que ça doit la préoccuper fortement. Comme l'avait préoccupé, le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, qui l'a touché particulièrement. Est-ce qu'elle allait être la dernière reine d'Angleterre et d'Écosse, etc. Et elle a été très rassurée, et je reviens, pardonnez-moi, un instant sur le fait que pour fêter son record de longévité sur le trône, elle a fait un geste en faveur de l'Écosse, qui n'a peut-être pas été perçu en France. Elle est allée en Écosse, tous les écoliers agitaient la croix de Saint-André, et elle a inauguré la réouverture d'une ligne de chemin de fer touristique avec une machine à vapeur, inaugurée par Victoria en Écosse en 1869. Donc c'était un signe, elle a été soulagée. Alors le Brexit, qui est la grande bagarre de la fin juin, je pense que la reine est très européenne, protégée par, j'allais dire, l'insularité des îles britanniques, très très européenne, mais à condition qu'on ne touche pas aux valeurs britanniques, ça va du thé au cricket, beaucoup de choses, et je pense qu'elle doit en parler énormément avec le Premier ministre, elle doit avoir une idée sur la question. Nous savons que pour les uns, ce serait catastrophique, ce serait la fin de l'Union européenne, mais il faut bien le dire que pour d'autres, quelle image a donné l'Europe aux Britanniques? Et l'affaire des migrants, la façon dont nous avons, pataugé, et pourquoi est-ce que tous ces malheureux veulent rejoindre les îles britanniques, etc., etc., c'est un exemple qui doit la frapper. J'observe qu'elle, dans plusieurs réunions, ces temps-ci, avec des personnalités politiques de premier plan, chefs d'État ou de gouvernement, elle a tenu à ce que le prince de Galles soit présent avec elle et soit même quelquefois seul. Ce qui voudrait dire, a priori, qu'elle entendrait observer la ligne de succession, même si l'opinion rêve de William et Kate, mais ce n'est pas l'opinion qui fait une succession. Vous allez me dire que Charles a déjà, si je puis dire, l'âge de la retraite. Édouard VII aussi, il avait attendu, n'est-ce pas, cette maman qui était en bonne santé, Victoria. Donc voilà, mais c'est un héritage, c'est un héritage fascinant. Je pense qu'il n'y a, elle a connu 9 papes, 9 présidents américains. Elle s'entendait très bien avec le président Mitterrand à cause de sa culture, de son amour des livres. La façon dont elle a été reçue en France, plus exactement pas reçue lors de son dernier séjour, le président de la République s'asseyant 2 fois avant elle, a dû paraître protocolairement tellement catastrophique que l'entourage de Sa Majesté a fait savoir qu'il n'était pas sûr de revenir en France, ce qui est navrant car elle adore la France. Elle parle très bien français, elle parlait français dès 1936-37 grâce à une nurse. Elle apprenait les chansons françaises. Quand ses parents sont venus... Georges VI et Elisabeth en 1938 en France, à l'invitation du président Lebrun, on a offert des petites poupées françaises et elles ont remercié en français, etc. Et on sait que la reine apprécie les grandes traditions françaises, celles qui sont admirables.
Elle avait été accueillie triomphalement en 58, je crois. Oui, absolument. À Paris, là. Oui, à Paris. Alors, il y avait eu un voyage fantastique c'était le président Coty. C'était Coty qui lui a fait sur les bateaux mouches sur la Seine. Ça a été extraordinaire. Avec et la reine. Et donc, dans la série des gaffes insupportables à cause desquelles j'ai honte, au marché aux fleurs à Paris, sur le quai aux fleurs, une chaîne concurrente m'avait demandé de commenter cette visite et j'ai refusé quand j'ai vu que la reine, on n'avait pas prévu de parapluie pour elle. Elle avait son chapeau, vous me direz. Elle ne sort pas sans chapeau. Mais Madame Hidalgo avait quelqu'un qui tenait son parapluie. Oui, ces images ont beaucoup circulé. Et j'ai trouvé ça absolument effrayant. Tout un programme. Vous me direz que récemment, sortons du sujet, mais pardon, il y a un mois exactement, pour la soirée de retour faite par le roi et la reine des Pays-Bas, Willem-Alexandrin et sa belle épouse, après 3 jours de visite d'État, une soirée au Petit Palais où le personnel de la Maison Royale, payé par l'État néerlandais, tenait des flambeaux et portait des livrées 18e siècle. Le président Hollande, qui devait être là, c'était la soirée en son honneur, n'est pas venu. Il les a accompagnés et leur a dit qu'il avait quelque chose d'urgent. Et il est parti. J'ai vécu cette soirée, cette humiliation. Il n'est pas parti en scooter, j'espère. Des croissants à livrer. On l'aurait pris pour un livreur de pizza. Et je trouve ce genre de choses, et c'est confondre, si vous voulez, c'est de croire que la République peut permettre d'être vulgaire, ordinaire et commune. Pas du tout. Ni le général de Gaulle, ni François Mitterrand ne se seraient permis, ils ont permis autre chose, mais ce genre de gaffes d'usage qui font partie de la vie que les peuples aiment. Les peuples aiment, mais quand vous dites sur un carton au protocole tenue de ville ou tenue de soirée, qu'est-ce que ça donne? 2 tiers des gens sont en veston-cravate. Et encore, si on n'a pas les chaussettes roses de Michel Sapin, on a de la chance. Surtout qu'il y a quand même un service du protocole. Oui, mais le malheureux service du protocole en a eu assez, et le chef du protocole vient de quitter l'Élysée parce qu'il n'arrêtait pas d'avoir quelqu'un qui avait des idées arrêtées. Alors, on peut ne pas savoir, mais on peut avoir envie d'apprendre. Oui, et écoutez, mais là, quand vous avez des gens qui croient tout savoir, et vous étendez ce principe à la situation où nous sommes... C'est peut-être beaucoup demandé. Et avec les autres présidents, je pense à président Sarkozy, Giscard d'Estaing... Alors, figurez-vous que ça s'est très bien passé avec le président Sarkozy et son épouse, qui ont fait un sans faute au dîner de gala de Windsor, en habit. La révérence de Carla était parfaite, absolument. Et la reine a fait savoir qu'elle avait été absolument ravie. Bon, le président Sarkozy a voulu partir plus tôt que prévu, il y a eu un petit malentendu, mais il y avait un problème d'engagement. Alors, dans le cas de Jacques Chirac, là, ça a été assez folklorique parce que le président Chirac, au mieux de sa forme, a tapé dans le dos pratiquement de la reine. Or, on ne touche pas la reine. Oui. Et je me souviens des tabloïds britanniques le lendemain, à la une, bas les pattes, Mr. President. On ne touche pas la reine parce que ça voulait dire la main dans le dos, etc. Et François Mitterrand ne s'était pas permis même lorsqu'ils étaient, François Mitterrand et la reine, et Sa Majesté, dans la Daimler Royale pour le premier trajet sous le tunnel, sous la Manche, pour l'ouverture du tunnel. Et on voyait le président qui était un peu inquiet de ce qui allait se passer, la reine qui en avait vu d'autres, pas entendu, mais il ne lui a pas pris la main pour la rassurer. La reine, qui lit beaucoup, aimait les exemples de grande culture de François Mitterrand, c'est ça. C'est une femme qui a vu tellement de choses. Il y a une très, très jolie phase dans sa vie, très bouleversante. C'est la seule fois de sa vie, jusqu'à présent, où on l'a vu verser une larme, c'est lorsque le yacht Royal Britannia a été désarmé. Oui. Car la reine ne doit pas montrer ses émotions, enfin pas trop, on a vu au moment de Diana ce qu'elle en pensait, pas assez, mais enfin justement. pas assez, puis ensuite trop, pas d'émotion, parce que tout le monde la regarde. Mais le yacht Royal Britannia, je crois pouvoir dire qu'il y avait une raison. C'était sa 3e résidence officielle quand elle y était. Mais surtout, c'était la seule maison, comme dira le duc d'Édimbourg, qu'ils avaient construite par rapport à Windsor, à Balmoral, à Buckingham. Nous l'avons construit, le Britannia. Et
voilà, je pense, si vous voulez, que la reine, c'est une mémoire incroyable. Enfin, il lui est arrivé des choses incroyables lorsque les services MI5 et MI6 ont découvert que Anthony Blunt, collectionneur des collections royales de la reine, spécialiste du dessin français du XVIIIe siècle, était un agent de Moscou. Partie des espions. Voilà, la fameuse école des espions avec Philby, Burgess, MacLean. Voilà, il était le quatrième homme. Voilà. Et donc c'est absolument effrayant de découvrir ça. Elle a été, très bien. Et puis elle a eu la bombe à retardement, quand même, que la même Union soviétique tenait jusqu'aux années de Thatcher, de fameuses correspondances entre le duc de Windsor et Hitler, les rencontres, etc. Et alors avec un certain humour et un certain aplomb, quand elle a fait une visite à Cologne, à la cathédrale de Cologne qui avait beaucoup souffert des bombardements, le cardinal archevêque de Cologne lui a parlé en allemand et elle a répondu en anglais en disant « je ne comprends pas l'allemand », ce qui était une façon de désamorcer les racines. Non, c'est une femme assez subtile, avec de l'humour, ce qu'on ne sait pas toujours. Un jour, un député devenu ministre du cabinet de Tony Blair se trouve pas très loin de la reine pendant un de ces interminables défilés de l'armée britannique qui sont un spectacle unique. Et il dit à haute voix « Oh, la reine a de très jolies jambes ». Un journaliste entend ça, lui dit « Vous trouvez que la reine a de jolies jambes ?»« Oui, oui, absolument. »« Je peux vous citer ?»« Oui, dit le ministre enthousiasmé, qui d'un coup se dit « Mon Dieu, c'était point ». Mais le journaliste est déjà parti, et le lendemain, à la une d'un grand journal, « Notre reine a de jolies jambes », dit le malheureux ne sait plus où se mettre. Il appelle le secrétaire privé de la reine à Buckingham Palace. Absolument confus, dit à Sa Majesté que c'est vraiment d'une vulgarité, une grossièreté. Il dit « Non, pas du tout. La reine m'a chargé de vous dire qu'elle était ravie et elle a dit que ça faisait longtemps qu'un politicien avait dit quelque chose de gentil sur elle. » C'est une remarque avec beaucoup Parce d'humour. qu'elle est assez entêtée, mais elle connaît bien ses dossiers. Je pense que c'est une femme de fort caractère, je dirais, pour tenir sans révéler publiquement ce qu'elle sait, ce qui se prépare, ce qui a raté, ce qui a réussi. Tout en étant chef d'État, elle est aussi chef de famille, et elle a été gâtée quand la romance de sa sœur Margaret avec le héros de la bataille d'Angleterre, Peter Townsend, a pris les proportions que l'on connaît, avec le débat au Parlement. On a menacé que Margaret, si elle l'épousait, cet homme marié, de supprimer sa liste civile, et ça faisait désordre. Il y a une chose qui me permet d'ajouter, et qui est grâce d'ailleurs à l'image, pris à la télévision, c'est que, au fond, le début de la romance, de la révélation de la romance Margaret Townsend, c'est le jour du couronnement d'Élisabeth II, sa sœur, car après, quand le sacre et le couronnement sont finis, Margaret attend, elle aussi, son carrosse, après celui de sa sœur qui est parti pour Buckingham Palace. À côté d'elle, il y a un très bel officier, ancien écuyer du roi George VI, il est en uniforme, c'est le groupe Captain Peter Townsend. Et l'image surprend Margaret en train de chasser sur son épaule une petite peluche. Un geste qui révèle une certaine intimité. Et donc, la famille d'Angleterre n'allait pas en avoir fini avec les images. Il nous reste moins d'une minute. Quelques mots peut-être sur ses relations avec Margaret Thatcher. Je crois exécrable, mais pour des raisons pas forcément politiques, mais personnelles, d'après ce que je sais. Quand Mme Thatcher s'est mise à porter les mêmes couleurs que la reine, ce qui ne se fait pas, Mme Chirac a fait cette faute, et quand elle a commencé à dire lors des entretiens « oui, nous », qui est réservé à Sa Majesté. Je pense qu'avec ces deux impairs, ça devait déjà être explosif. Alors en tout cas, joyeux anniversaire, Votre Majesté. Never complain, never explain. Merci Jean. Et je crois qu'il y a une petite surprise. Ah, chic. Happy birthday, man. Je suis très heureux
heureux d'être avec vous, à vos côtés, pour cette 100e émission de Passé Présent. C'est vrai que l'histoire, c'est une passion française qui existe encore, qui est bien ancrée dans notre quotidien. Il était donc tout à fait normal que la première émission de TV Liberté, en dehors du journal télévisé, soit consacrée à l'histoire avec cette émission intitulée Passé Présent. C'est bien que l'histoire soit au cœur de nos préoccupations, parce qu'elle n'est plus au cœur des préoccupations des lycéens et des élèves qui ont de moins en moins d'histoire au programme. Et merci à Jean Descartes de populariser partout où il le peut, y compris sur TV Liberté, cette histoire. Merci à vous aussi, Catherine Gourin, et à Jean-Pierre Turberg, qui n'est pas là, mais qui est les chevilles ouvrières de cette émission. Et puis aussi, il faut féliciter l'Hérodote de TV Liberté, non pas en raison de l'âge, mais en raison de la connaissance et de la compétence. Oui, de la connaissance. Merci à Philippe Conrad, dont je précise aux téléspectateurs un petit secret, c'est que tout ça, toutes les interventions de Philippe Conrad se font sans notes. Sans note, voilà, tout ça, c'est dans le cerveau. Ça a été appris avant, mais c'est sans note. Moi, je ne suis pas capable de le faire. Félicitations pour cette émission. L'histoire, c'est important, je l'ai dit, parce que c'est une passion française, et puis aussi, et très rapidement, parce que ça doit nous donner ici l'idée de découvrir des personnalités qui soient susceptibles d'être imitées, et si possible même d'être surpassées. Voilà, c'est toute la fonction et toute l'idée que j'ai autour de cette émission Passé-Présent, dont on fête la 100e et bientôt, très bientôt, la millième. Merci, ajouter un mot, merci, parce que vous accomplissez le plus beau geste qui soit, vous transmettez. Merci. Alors, Philippe Conrad, un petit mot aussi, c'est chez vous que je suis là aujourd'hui. Je remercie évidemment TV Liberté de nous avoir donné l'occasion de mettre en œuvre ce projet d'émission historique passé-présent. Je crois que nous menons là un combat bien nécessaire par les temps qui courent, car la défense et la valorisation de nos identités passe bien sûr par la connaissance de l'histoire. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui certains veulent en finir avec cette histoire, veulent en finir avec cette mémoire nationale qui constitue notre bien le plus précieux. Eh bien écoutez, on va aller sur TV Liberté. Sur TV Liberté, les gâteaux sont vrais, le champagne est vrai. Et Catherine, c'est à vous qu'il appartient de souffler ces bougies. On va tous souffler. Et on dit 2, 3. Et voilà. Et chers amis téléspectateurs, restez-nous fidèles. L'histoire, c'est Titi.